Il est des auteurs que l'on connaît de par le monde, mais d'autres n'ont pas eu l'honneur de figurer au panthéon de la renommée. Le romancier, conteur et journaliste pour lequel je dédie ce programme a fait ses études de droit à Toulouse, puis débuta dans les lettres en fondant l'hebdomadaire satirique local bordelais, Le Bonhomme, en 1857. Bonjour. Jean-Baptiste Camille Deban, connu plus simplement sous le nom de Camille Deban, 1832-1919. Après des études au lycée de Bordeaux, il fait son droit à Toulouse. Il est d'abord clerc de notaire, puis banquier comme son oncle le financier Pierre Deban. En 1855, il est incarcéré au fort du A à Bordeaux pendant 35 jours, coupable d'avoir servi de témoin lors d'un duel mortel. De cet épisode, il tire le roman Sous clé en 1859. Venu à Paris, il collabore à la Revue internationale, à Paris Magazine, à la Petite Presse, au Temps, au Figaro, au Petit Moniteur et au Grand Moniteur, dont il devient secrétaire de rédaction. Camille Deban est l'auteur de nombreux romans, romans historiques, romans de voyage, romans d'aventure, romans sentimentaux qui, pour la plupart, ont paru initialement sous forme de feuilletons. Il est l'auteur notamment de la nouvelle que je vous propose de découvrir aujourd'hui et qui s'intitule « Le fou d'après-demain » paru en 1899. Démons et merveilles, Michael Dargeuil. Il ne se peut rien de plus extraordinaire que la vie du docteur Ombre. D'abord, il n'est qu'y phénomène. Certes, on doit tenir compte et se garer des légendes quand il s'agit d'un être aussi anormal. Cependant, on ne saurait nier, paraît-il, que dès ses premiers jours, il connut le sourire. Dès ses premiers mois, un embryon de savoir. 200 jours après sa naissance, il se mit à parler. À 1 an et demi, on s'aperçut qu'il savait lire. À 4 ans, il eût pu donner un concert. À 6, il dessinait d'après nature. Pourtant, son assiduité n'était pas étonnante. On eût juré que les talents lui venaient tout d'un coup comme des fleurs qui éclosent à l'heure marquée. Si on lui demandait qui lui avait enseigné ceci ou cela, il levait ingénument les yeux éclairés d'une flamme mystérieuse et il souriait sans avoir l'air de comprendre la question. Plus il allait, plus il semblait affamé d'apprendre. Rien ne lui était indifférent. La vie, les livres, les hommes, les arts et les choses, il les étudiait en même temps. Son cerveau, énorme, paraissait merveilleusement ordonné. Une seule lecture suffisait pour qu'un ouvrage restât gravé, glacé, jugé dans sa mémoire à jamais. À 8 ans, il aurait pu être un bachelier. Ses parents, qu'il adorait, car il était beau, vivaient dans les transes, ayant une peur affreuse de le perdre. Au moindre mal de tête, il rêvait de méningite ou de typhoïde.
Mais non, Victor grandit normalement, mangeant ferme, jamais son sou, et devenait spirituel, contrairement à l'usage des enfants prodiges. Enfin, il fut nubile à l'heure, ni trop tôt ni trop tard. Vers sa 18e année, il commit les folies de son âge. Mais, par une inconcevable faculté, il ne cessa pas une minute d'emmagasiner de nouvelles et de plus en plus profondes connaissances. Voir et savoir était pour lui la formule même de la vie. Il apprenait comme on respire. Peut-être fut-il mort d'inanition si quelque obstacle inconnu l'eût empêché d'assimiler tout ce que les siècles ont entassé jusqu'à nos jours de merveilles scientifiques, littéraires et artistiques. Quelques médecins prétendaient bien que Victor Ombre était un malade. Mais on riait de leur diagnostic en le voyant se former, grandir, devenir un gaillard solide et bien fait. À la fin de son adolescence, en se transformant, il ne perdit rien de sa grâce ni de sa beauté. Avec ses yeux profonds et souriants, avec sa bouche sensuelle, dans l'harmonie de tout son être, il devint séduisant à l'excès. Et du reste, il ne se privait pas de séduire. Sa tête, cependant, avait quelque chose d'inquiétant. Le front paraissait vaste jusqu'à inspirer de l'effroi. Énorme de crâne et, vers le cervelet, prodigieusement renflé. Mais les lignes en étaient si fermes, si belles, qu'il résultait de ces anomalies une impression de puissance et de grandeur. Docteur en droit à 19 ans, docteur en médecine, S-sciences, S-lettres à 20, ce fut un jeu pour lui de conquérir les diplômes. Dans les examens, c'est lui qui instruisait les professeurs. Quand il eut épuisé les connaissances scientifiques, lorsqu'il eut appris toutes les langues, lorsqu'enfin il eut violé les secrets de toutes les littératures, il se jeta dans les arts. Sculpteur, peintre, graveur, musicien tour à tour, il se découvrit une main aussi alerte que son esprit, un goût aussi sûr que son jugement, un œil aussi délicat que la pudeur d'une vierge. Il signa des tableaux, des statues, des eaux-fortes, un oratorio aussi ennuyeux qu'on pouvait le désirer. Et il marchait toujours, réalisant d'une façon absolue le nil humani alienum. Un jour vint où Victor Ombre ne trouva plus dans les livres rien qu'il ne sût. Il pouvait encore étudier les hommes et courir le monde. De l'est à l'ouest, du nord au sud, il traversa les continents et franchit les mers. À son cerveau de plus en plus exigeant, il fallait des aliments nouveaux. Un besoin impérieux d'apprendre toujours grandissait chez lui indéfiniment. Il étudia les plus humbles faits, après avoir épuisé les énormes. Pendant 10 ans, il explora tous les recoins du globe, escaladant les sommets et pénétrant dans les abîmes, après quoi la terre, dévoilée, lui parut misérablement étroite et ridiculement bornée. Il ne lui restait plus rien à découvrir tant il savait tout. Chemin faisant, il avait fouillé dans les consciences, analysé les cervelles, sondé les reins et les cœurs. Ça et là, lui étaient apparues des vertus plus hautes que les cieux et des vices plus odieux que les reptiles. Partout, les gouvernements et le troupeau des gouvernés avaient les mêmes faiblesses, les mêmes hypocrisies, les mêmes lâchetés. Deux seuls sentiments se dressèrent devant lui éternellement jeunes, l'amour et l'espérance. En dehors de cela, tout était recommencement. La charité procédait de la vanité ou de la fantaisie. Le courage et l'honneur variaient selon les climats.
Cependant, comme son esprit n'avait pas laissé perdre une parcelle de ce qu'il avait appris, il était devenu un être prodigieux, dotant chaque jour le monde de quelques bienfaits. Les éléments lui obéissaient presque. La foudre, attelée par lui à la marche du monde, accomplissait, soumise, sa besogne imprévue. Devant lui, la douleur s'éteignait. Il avait des secrets de vie. Si le désir lui fût venu de rendre la jeunesse au vieillard, il aurait peut-être réussi. Ses inventions stupéfiaient les académies qui les acceptaient sans les comprendre. En politique, ses vues semblaient folles, tant elles étaient au-dessus de la vulgaire envergure des hommes d'État les plus parfaits. S'il n'eût été l'adversaire des conquêtes et des batailles, le monde entier fût devenu en peu de temps son domaine physique, comme il était déjà son domaine intellectuel et moral. Mais il ignorait l'ambition. Les hommes qu'on voulait lui rendre faisaient lever son dédain. Rien n'était capable de le retenir, hors ce qu'il ne savait pas encore. Poussé par une force inconnue, le docteur aspirait à toujours, toujours apprendre. Le reste lui semblait superflu. Lettres mortes pour lui les passions et les intérêts des hommes. L'argent ni la gloire ne parvenaient à l'émouvoir, en sorte qu'il ne songeait même pas à reprendre autour de lui ses lumières et à éblouir l'humanité. En condescendant dans une encyclopédie ce qu'il avait lu, découvert ou deviné, il eût rempli merveilleusement la seconde moitié d'une existence incomparable. Malheureusement, il n'était pas de ceux qui reflètent. Les empreintes restaient en lui ineffaçables, mais il ne trouvait d'apaisement que dans l'ingestion d'un savoir nouveau. En réalité, un monstre, un être admirable, unique, génial, presque divin, mais, par cela même, un monstre rongé par une boulimie cérébrale. Il est des hommes sottement enviés qui souffrent toute leur vie d'une furieuse insatiabilité du cœur. Victor Ombre, lui, se sentait impitoyablement poussé par l'insatiabilité de l'esprit. Comme le juif que la malédiction oblige à marcher pendant des siècles et des siècles, le docteur semblait condamné à pénétrer chaque jour sans relâche dans le nouveau, dans l'inconnu, dans l'infini. Et cependant, il fallait bien qu'à un moment, le fond auquel il puisait se tarît. Il voulut aimer, il voulut souffrir, et puis cela aussi s'épuisa. Les femmes, les enfants, la douleur, le mal, l'envie, la haine, l'avarice, le jeu, l'ambition des autres, il les explora sans parvenir à satisfaire sa soif. Il lui fallait davantage. Mais quoi donc? Épouvanté, il se demanda, en regardant les autres hommes, pourquoi il était ainsi fait que le repos de l'âme lui fut interdit, funeste. Pour la première fois, il soupçonna réellement des causes. Son regard se porta hors de ce monde. Sa vie, ses appétits inassouvissables, lui parurent comme le spectacle d'un supplice parfaitement défini. Ayant examiné les existences des grands fléaux de l'humanité, Sésostris, César, Attila, Napoléon, il crut entrevoir qu'eux aussi avaient obéi à un incoercissible destin, à une épouvantable mission peut-être. Et tout aussitôt, il éprouva un besoin immense de sonder l'inconnaissable. Là, en effet, devait gisir la mine sans fond où il trouverait le combustible qui alimenterait le foyer de son cerveau. Il plongea donc dans l'occulte avec une véritable frénésie. Mais ce qu'il en devina ne valait ni mieux ni pis que les contes de grand-mère ou les dogmes de fondateurs d'église. Cependant,
il ne se rebuta pas. À travers les brouillards de l'incertain, il entrevoyait en deçà et au-delà de nos vies des mystères consolants, terribles ou superbes. Sa pensée, enfoncée dans l'infini, devinait des diversités de miracles d'un bout de l'azur à l'autre. Chaque étoile, chaque monde, chaque œuvre nouvelle du Créateur. À mesure qu'il pénétrait dans ces immensités, c'étaient des joies profondes. Mais je ne savais rien, s'écria-t-il. Tout ce que j'ai entassé dans ma tête n'est qu'élémentaire et vaine science. Je n'ai aucun mérite de l'avoir acquise quand elle était à la portée de ma main et de mes yeux. Mais au-delà, de l'autre côté, là-haut, dans l'espace, et Dieu, l'âme, voilà ce qu'il faut découvrir, creuser, révéler, trouver. Ainsi, peu à peu, à force de chercher à savoir davantage, il arrivait au bord d'un gouffre, vers le fond duquel il se penchait avec passion. Il tâcha donc d'ébranler les portes que garde la mort. C'était se heurter à l'invincible. On ne passe pas, mais il était allé trop loin pour l'entendre ainsi. « Je passerai », disait Victor Ombre. « C'est moi qui frayerai la route pour laquelle on va vers un nouveau monde bien plus curieux et bien plus varié que celui de Colomb. » Méprisant la gloire tant qu'elle avait pour aliment les choses de la terre, il la regarda comme une récompense radieuse et sublime, avec ce nouveau but pour objectif: dévoiler les secrets que le spectacle du monde fait soupçonner, devint son idée fixe. Ce qu'il savait des ascètes du Tibet, des miracles du fakirisme, lui servit de point de départ. Évoquer les esprits, commander aux âmes, lui parut d'abord chose simple. Certaines pratiques touchant au spiritisme lui étaient familières. Il crut qu'en les poussant jusqu'aux extrêmes conséquences, il en tirerait des lumières éclatantes, victorieuses. Mais quoi? Le mur inébranlable qui nous cache l'autre côté restait infranchi. Dieu ne se manifestait pas. Le Sinaï restait muet. Les âmes, qui semblaient communiquer avec lui, prenaient, en certains moments de doute, des allures d'illusions décevantes et quelque peu ridicules. Le docteur flottait sur un océan de théories, de suppositions, de rêves divins et de découragements cruels. Un jour, il se flattait de tenir la vérité dans sa main et s'abandonnait à l'ivresse enfiévrée du triomphe. Le lendemain, il retombait dans le doute, dans la négation. Les preuves qu'il admirait hier lui paraissaient misérables et vides aujourd'hui. L'explorateur présomptueux de l'au-delà n'avait décidément pas pu passer. Alors, il lui vint une idée épouvantablement logique. Allez voir. Avec cette hâte qu'il appliquait à tous ses projets, il étudia les moyens. Sans un battement de cœur plus précipité, il sonda pour la seconde fois les profondeurs ténébreuses comme on avance le buste au-dessus du vide. L'hypothèse de son départ ne le troubla point. C'est à peine s'il fut un moment arrêté par la crainte philosophique de raisonner faussement. Pourquoi, en effet, voulait-il tant savoir? Pour être en possession de révélations qu'aucun homme n'ait pu faire sûrement avant lui, et recueillir l'honneur de son immense découverte sur cette planète même dont les habitants sauraient par lui le pourquoi de leur existence. Par conséquence,
S'il mourait, adieu cet honneur. Mais non. Était-il donc si nécessaire que les autres hommes participassent à son propre savoir? Le méritait-il d'abord? N'était-ce pas pour lui seul, par nécessité innée, qu'il était tenté de se lancer dans l'abîme? Alors, à quoi rimait qu'il fût plutôt dans une étoile appelée Tellus que dans une autre du nom de Mercure ou de Jupiter? D'ailleurs, il n'était pas d'autre moyen. Si, au-delà, il n'y avait rien, eh bien, ce serait fini un peu plus vite, pas de regret. Mais s'il ne se trompait pas, s'il y avait quelque chose, des éblouissements, des merveilles, des miracles, s'il allait toucher du doigt des êtres et des choses improbables, s'il parvenait à comprendre la création des mondes et la vie de l'Éternel, en quoi pourrait-il regretter la planète infime, étroite, qu'il se proposait de quitter? Il se prépara donc. Sa sérénité ne l'abandonnait aucunement. Resté souriant, il allait au-devant de l'acte suprême avec un empressement de curieux. À force d'incubation, ses désirs et ses espoirs étaient devenus des réalités. La persuasion indéracinable lui était venue qu'il allait, demain, tout à l'heure, savoir la cause de son existence et puis, après, savoir davantage, savoir encore, apprendre toujours, monter, monter sans cesse sur des hauteurs indéfiniment renouvelées jusqu'à la fin des âges. Cependant, il eut une petite crise de respect humain. Le suicide? Le suicide, ridicule et plat, songeait-il. Et qu'importe le nom dont mes semblables imparfaits et bornés ont baptisé la chose. Ce que je veux, c'est forcer le grand secret. Que suis-je dans ce lumignon suspendu au milieu de l'immensité? Et ce lumignon lui-même, qui l'a accroché dans l'espace? À quoi tient-il vraiment? Quel est le nom de la langue de l'infini? Suis-je un être? Ne suis-je rien? Ceux que nous appelons animaux ont-ils aussi autre chose qu'un corps? Je suis effeuillé et altéré. Connaîtrai-je demain l'empire des mondes? Parcourrai-je l'espace? Découvrirai-je ce qu'il y a? Comment tout cela se meut et gravit? Atteindrai-je les autres planètes? Je veux voir les autochtones du soleil, les corps qui sont ailleurs, les âmes qui sont partout. Je les interrogerai, je les sonderai, je les mettrai à nu comme j'ai fait pour les hommes. Voilà le but, voilà l'ivresse, voilà la gloire. L'obsession devint chaque jour plus rude. Le vide se faisait dans son cerveau inoccupé. Il faut, disait-il naïvement, il faut aller là-bas. Son imagination puissante, aidée de son universel savoir, lui représentait l'espace et le temps sous des aspects inconnus des hommes. Il sentait qu'on doit vivre des siècles en 5 minutes. Il devinait des secondes aussi longues que des siècles. Il se voyait, courant d'étoile en étoile, s'enfonçant dans le noir des cieux si profondément que cette idée seule engendrait en lui d'aigus frissons sur les reins et sous les cheveux. « Allons, dit-il, quel lendemain radieux va éclore? Je saurai tout, tout, tout. Dieu et sa justice vont, qui sait, m'appeler à leur barre. Si j'en juge par mes yeux et mes sentiments d'homme, je serai absous, aidé, glorifié. Et
J'en aurai pour des millions d'années à apprendre et apprendre encore. Allons, en route. Gai, vivant, heureux, Ombre saisit son scalpel. La lèvre souriante, attentif, le front sans un pli, l'œil ferme, il s'ouvrit la veine et attendit. Le sang s'en alla goutte à goutte. Sur son visage se peignit une extase. Et il tomba, murmurant comme Goethe. Des ailes, des ailes. Puis, quelques instants après, dans le spasme suprême d'une agonie idéale, je vois, je vois, je sais. Je vous ai proposé Le Fou d'après-demain, une nouvelle de Camille Deban, parue en 1899. La soif de connaissance nous exalte parce que le monde valorise les gens intelligents. Mais c'est aussi une quête sans fin, puisque nous ne pourrons jamais atteindre la connaissance absolue. Cela peut alors nous rendre malheureux, car nous courons après quelque chose que nous n'obtiendrons jamais. À bientôt. Démons et merveilles, Michael Darjoy.